Tonight's meal, tilapia surprise with boiled cabbage. Begin cooking steps 1 through 50 now. Are you kidding me? Making dinner shouldn't feel like doing a 1,000-piece puzzle. With Blue Apron's new one-pan assemble and bake meals, the hard part's already done. Pre-chopped ingredients, zero stress. Just assemble, bake, and enjoy. No complicated steps, no mountain of dishes. Try Assemble and Bake today. Get 20% off your first 2 orders with code APRON20. Terms and conditions apply. Visit blueapron.com/terms for more. Salut à toutes, salut à tous. La deuxième étape aujourd'hui du Tour Down Under. Et une étape qui pourrait être très importante pour le classement général parce qu'elle n'est pas facile. Elle ne devrait pas se terminer au sprint comme hier parce qu'il y a une ascension assez compliquée, on va dire, peu de temps avant l'arrivée. Il y a même 3 ascensions au cours de la journée. Une dès le début, les 10 premiers kilomètres, c'est de l'ascension à 4,3% de moyenne. Ensuite, il y aura un petit passage un peu plus plat jusqu'à la première ascension du Corkscrew, 3 km 600 à 6,7%. Et on refera cette ascension du Corkscrew à une dizaine de kilomètres de l'arrivée en gros. En plus, après l'ascension, en fait, ça continue de monter pendant encore 3 km. Et donc, dans cette ascension-là, même si les 10 derniers kilomètres, eux, seront plats, on devrait avoir des sprinteurs lâchés. Peut-être même tous les sprinteurs. Je vois peut-être que Matthew Brennan qui pourrait s'accrocher. Et ensuite, il aura le champ libre pour aller gagner face à Jonathan Narvaez et compagnie. Parce qu'aujourd'hui, on attend plus les punchers et les grimpeurs. Donc Narvaez avec ses équipiers Vine ou Adam Yates. On a Buitrago, Nicolas Prodhomme peut-être pour la décathlon. Des coureurs comme Jack Haig, comme Andrea Baggioli, comme Lennart Van Etvelt pour la Lotto, s'il est de retour à un niveau satisfaisant. Javier Romo, qui a été très bon l'an passé sur le Tour Down Under. George Bennett, le leader de la NSN. Finn Fisher Black, ça pourrait être aussi une très belle étape pour lui, pour le cours de la Red Bull Bora Hansgrohe. Et puis bien sûr, tous les coureurs de la Jayco Alula, Ben O'Connor et Luke Plapp, notamment le duo, avec Mauro Schmidt aussi, pourquoi pas, ça pourrait être une étape qui le convient, il y a beaucoup de monde. Et puis donc Matthew Brennan pour la Visma Lease the Bike, comme peut-être favori du jour, si la Team Emirates n'explose pas tout le monde dans cette ascension. C'est pas de la haute montagne, c'est assez court, c'est moins de 4 km, mais bon, à peu près de 7% de moyenne. Si ça monte très vite, si il y a des attaques, on verra qui aura les meilleures jambes aujourd'hui. Il est possible aussi qu'on ait encore un changement de leader du classement général parce que je vois mal Tobias Lund Andresen sauver son maillot aujourd'hui. Et puis, on va s'intéresser aussi aux échappées. Il y aura pas mal de points à prendre aujourd'hui au classement de la montagne, plus 2 sprints intermédiaires qui offriront des petites secondes bonus. On verra pour qui elles seront, qui va se battre pour aller chercher ses points et ses secondes et peut-être, pourquoi pas, tenter d'aller chercher la victoire finale sur cette deuxième étape. Chute de Bellocchi, juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. Le kilomètre zéro des 148 km qu'il y aura à parcourir aujourd'hui, un petit peu plus long qu'hier l'étape, et avec quand même quasiment 3000 mètres de dénivelé. Donc, c'est pas une étape de montagne, mais il y aura quand même pas mal d'ascensions à faire. Et puis, on commence donc directement en montée. La montée d'Ashton qui commence là, dès le kilomètre 0, 9 km 900 à 4,3% de moyenne. Mais pour l'instant, personne qui n'attaque. Personne qui attaque dans ses premiers pourcentages. Le peloton qui est groupé. On voit Martin Urienstad avec son maillot de meilleur grimpeur qui est plutôt bien placé. Mais pour l'instant, personne qui ne lance la course. Allez, ça y est, on a un premier duo qui s'est isolé. C'est d'abord Joel Suter pour la Tudor, qui est le premier de sortie, mais il était accompagné par personne, donc il est resté là 10 mètres devant le peloton pour attendre du soutien. Et là, ça y est, il en a avec Jenson Plowright pour l'Alpecin Première Tech qui y va. Et Martin Urienstad aussi. Et ben voilà, Martin Urienstad, il sait que s'il veut défendre son maillot de meilleur grimpeur, il faut qu'il soit devant. Et donc ça y est, il suit le mouvement. Et on a aussi un coureur de l'équipe nationale australienne qui sort, et cette fois-ci, il sort à temps. Pas comme hier où Matthew Greenwood, il était sorti trop tard. Cette fois-ci, il sort au bon moment. C'est Lucas Stevenson qui a réussi immédiatement à rejoindre les 3 hommes de tête. On a un groupe de 4 coureurs qui s'est isolé. Le peloton qui ne poursuit pas encore. Et on a peut-être déjà l'échappée du jour formée là. On est parti depuis 1 km 500. Joel Suter, le premier à sortir, suivi par Plowright. Puis ensuite, ce sont Martin Urienstad, puis Lucas Stevenson qui les ont rejoints. Personne d'autre qui sort pour l'instant du peloton. L'écart qui grandit un tout petit peu, même si on voit déjà un coureur de la Team Emirates se mettre aux avant-postes du peloton, imprimer un petit rythme, rien de terrible, mais voilà, déjà prendre la course en main pour la Team Emirates.
Et il y a encore des coureurs là qui tentent de sortir du peloton. L'écart qui est encore peut-être bouchable. Il y a une trentaine de secondes entre le peloton et les 4 hommes de tête. On a un duo là avec Fran Mioljevic pour la Bahrain victorieuse qui est accompagné d'un coureur de la Soudal Quick-Step. C'est Pepin Renderik qui est sorti et puis un coureur de l'Uno-X, Storm Ingebrigtsen, qui est sorti à son tour tout seul pour tenter de revenir sur la tête de la course. Alors attention, hein, si tous ces coureurs revenaient, ça ferait un groupe de 7 coureurs. Ça commencerait à être un petit peu dangereux pour le peloton qui pourrait se mettre à les poursuivre et à les rattraper. Et ça pourrait être tout simplement la fin extrêmement prématurée de cette échappée. On va voir. Pour l'instant, ni Mioljevic, ni Renderik, ni Ingebrigtsen n'ont rejoint la tête de la course, qui ne vont pas les attendre là. Ils ne vont pas les attendre devant parce qu'ils savent très bien que s'ils se retrouvent à 6 ou 7, alors certes, en vue d'aller loin dans la journée, c'est positif, mais ça, c'est si, du coup, le peloton ne les poursuit pas et ne les rattrape pas. Et là, comme l'écart est encore infime, 30 secondes, le peloton pourrait se décider d'aller tous les chercher. Donc pour l'instant, c'est chacun pour sa pomme. 4 coureurs devant, 2 coureurs en poursuite, 1 coureur intercalé et le peloton derrière. Tout ça, ça se tient en 30 secondes. Allez, le gros effort pour Storm Ingebrigtsen qui rejoint la tête de la course à son tour puisque Pepin Renderik et Fran Mioljevic ont également réussi à être devant. Et là, on a un groupe de 7. Là, ça devient intéressant quand même. 7 coureurs à l'avant et le peloton qui... il les a pas laissés partir. Il y a 55 secondes d'écart entre ce groupe d'échappés et le peloton. Mais faudra les gérer. Faudra les gérer, ce groupe de 7 parce qu'il y a du talent, il y a du monde et il y a de la fraîcheur. Évidemment, c'est le début de saison. On a 2 coureurs donc pour l'Uno-X avec Storm Ingebrigtsen, jeune coureur de 20 ans, et Martin Ourjastad. On a Jensen Ploreit pour l'Alpecin Première Tech, Fran Mioljevic pour la Bahrain victorieuse, Pepin Renderik pour la Soudal Quick-Step, Joel Sutter, le Suisse de la Tudor qui a été l'initiateur de cette échappée, et puis Lucas Stevenson pour l'équipe nationale australienne. Lucas Stevenson, c'est le plus jeune du peloton, il a seulement 18 ans. Et là, aux joies pour lui, il est à l'avant sur une course World Tour dans une échappée, ça va être génial. On va voir jusqu'à quand ça va arriver. On approche déjà du sommet de cette première difficulté. Encore 1 kilomètre à faire et on sera au sommet. Et probablement que Martin Ourjastad va aller prendre les points, à moins que quelques autres coureurs de cette échappée veulent lui disputer. Allez, on va arriver au sommet. On va voir si quelqu'un va vouloir aller chercher les 7 points qu'il y a à prendre, autre que Martin Ourjastad. Et tiens, Martin Ourjastad qui fait un signe aux autres coureurs en disant « Je vais aller prendre les points » Et ouais, il prend 10-15 mètres d'avance pour leur dire aux autres « J'attaque pas, je vais juste prendre les points » et les autres ont dit « Ok ». Ah non, ça y est, Pepin Renderik, il n'a pas du tout dit « Ok », il l'a complètement surpris, il a jailli. Et là, on est en fait encore à 200 mètres du sommet. Et Martin Ourjastad, il s'est fait avoir. Pepin Renderik n'a pas craqué face à la pression de Martin Ourjastad. C'est pas parce qu'il a le maillot qu'on va lui laisser prendre les points, ça fait plaisir. Voilà, ça se bat et Pepin Renderik, il est clairement bien meilleur grimpeur que Martin Ourjastad. C'est pour ça qu'Ourjastad, il a demandé avant « Vous me laissez y aller ?» Tout le monde a dit oui, sauf Pepin Renderik qui a mis une énorme accélération et qui a déposé Martin Ourjastad. 7 points pour Renderik, mais Ourjastad qui va quand même prendre la 2e place. Voilà. Et les 5 autres qui sont beaucoup plus loin. Ils y sont allés tranquilles, eux, ils ne se sont pas battus. C'est Lucas Stevenson qui passe en 3e position. Mais il y a eu des petits écarts qui se sont faits, mais pas de souci. Ils vont tous s'attendre désormais, se regrouper et retravailler ensemble à 7. Mais voilà, Pepin Renderik, c'est normal. Ça m'énerve un peu, hein. Quand on laisse comme ça des maillots de meilleurs grimpeurs sur des courses par étapes pour le Tour, on se bat pas pour, c'est pas normal. Pepin Renderik, il a bien fait, il a raison de se battre pour ce maillot. Il y a encore beaucoup de points à prendre aujourd'hui et ça pourrait être un bel objectif. On a donc fait 10 km, les 10 km d'ascension depuis le début de l'étape. Les 7 hommes de tête ont un petit peu plus d'1 minute d'avance sur le peloton. La course qui est tranquille, 99 km de l'arrivée, les 7 hommes de tête qui vont arriver au premier sprint intermédiaire. Ils ont 2 minutes et 35 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton qui est mené par un seul homme, Vegard Stange Lagen, le Norvégien de la Team Emirates, qui maintient cet écart environ de 2 minutes 20, 2 minutes 30 depuis une trentaine de kilomètres désormais. Allez, on va voir ce que font les échappés pour ce sprint. Ça se bat un petit peu, c'est Jensen Ploreit qui va aller le prendre sans vraiment forcer. C'est de toute façon le meilleur sprinter de ces hommes à l'avant et c'est aussi le mieux classé au classement général puisqu'il a seulement 8 secondes de retard sur Tobias Lund Andresen. C'est donc assez logiquement qu'il vient prendre ces 3 secondes de plus. On ne lui a pas disputé. Il n'y a de toute façon aucun des 7 coureurs qui n'a vraiment d'ambition au classement général final sur ce Tour Down Under. Donc on ne s'est pas affronté là comme
Rooyenstad et Renderick lors de la première ascension. En tout cas, on est à une étape pour l'instant vraiment classique. On a le temps de faire un petit focus. On va s'intéresser au premier attaquant du jour encore. Tiens, comme hier, celui qui a été l'initiateur de cette échappée, à savoir le Suisse, Joël Suter, 27 ans, le coureur de la Tudor, qui avait commencé sa carrière au niveau continental avant de rejoindre la Bingoal au niveau Pro Tour. Et puis il a aussi passé une saison du côté de la Team Emirates. C'était en 2022. Avant de rejoindre la Tudor en 2023. C'est donc sa 4e saison dans cette équipe suisse. Coureur qui compte 2 victoires dans sa carrière. Le championnat de Suisse du contre-la-montre, c'était en 2022 et puis aussi une étape du Tour de Sicile en 2023. Donc rien de vraiment prestigieux, mais bon, c'est quand même quelques lignes à son palmarès. Je suis sûr, il n'a jamais participé au moindre grand tour. Il a fait 2 monuments. Le Tour des Flandres en 2020 qu'il a terminé à la 110e position et Liège-Bastogne-Liège en 2021 qu'il n'avait pas terminé. C'est donc un coureur assez discret, hein. C'est plutôt un rouleur, un spécialiste du contre-la-montre. L'an passé, il avait fait 5e des championnats de Suisse du contre-la-montre. C'était son meilleur résultat de l'année. Il avait fini par une 14e place sur le chrono des nations, le fameux contre-la-montre qui termine la saison. Un bon rouleur, donc pratique dans une telle échappée de 7 coureurs. Il ne ménage pas ses efforts et personne d'ailleurs ne ménage ses efforts, ça travaille bien ensemble. Ils ont 2 minutes 30 d'avance, mais derrière, il n'y a qu'un seul homme qui travaille avec la Engen. Donc quand les grandes manœuvres vont commencer, notamment du côté de la Team Emirates, qui est la seule à gérer cet écart, forcément ces 2 minutes 30 vont fondre, mais ils ont encore le temps. Ils vont sans souci probablement passer la première ascension de Corkscrew en tête. Elle aura lieu dans une vingtaine de kilomètres. Cette ascension de 3 km 600 à 7% de moyenne, il y aura 10 points à prendre au sommet. Et la particularité, en fait, c'est que la ligne où il y aura 10 points à prendre, elle est en fait située au milieu de l'ascension. Il y aura encore 3 km derrière où ça grimpera à environ 5-6% de moyenne. C'est assez étonnant qu'il n'ait pas mis cette ligne véritablement au sommet. En tout cas, ça sera intéressant de voir à quel point cette ascension de Corkscrew est difficile et si en effet la plupart des sprinteurs seront lâchés ou non dans le final. Les échappés qui sont au pied du Corkscrew, on est à 77 km de l'arrivée. L'écart qui a d'un seul coup fondu parce qu'il y avait une descente là, juste avant l'ascension du Corkscrew et le peloton l'a fait à fond pour placer leur leader. On a vu la Giacomo Alula, de Ben O'Connor, la Visma Lease the Bike, de Mathieu Brennan notamment, rouler à fond, prendre le relais là, de la Team Emirates pour placer leur leader, éviter d'être trop à l'arrière au moment de commencer cette ascension. Et du coup, ils ont perdu 1 minute les échappés. Il n'y a plus qu'1 minute 30 d'avance pour les 7 hommes de tête sur le peloton. Ça devrait suffire quand même pour aller chercher les points de la montagne au sommet, mais ça risque d'être compliqué pour aller beaucoup plus loin. On rappelle la composition de Jensen Plowright, l'Australien, Fran Mihaljevic, le Croate, Peypen Renderick, le Hollandais, les 2 Norvégiens Storm Ingebretsen et Martin Rooyenstad, le Suisse Joël Suter et l'Australien tout jeune Lucas Stevenson, qui sont, ça y est, dans ces pourcentages à 7-8%. Est-ce qu'ils vont rester à 7 jusqu'au sommet? C'est pas sûr. Tiens, il y a une attaque là dans le peloton. Un coureur qui sort dans ses pourcentages. C'est un coureur de la Giacomo Alula avec Kellan O'Brien. Assez étonnant là de voir O'Brien tenter de faire le jump. Alors il y a 1 minute et 10 secondes à boucher sur les hommes de tête. Ça paraît quand même beaucoup. Les hommes de tête qui sont d'ailleurs bientôt là. Alors c'est pas vraiment le sommet, mais voilà, à la ligne où il y aura 10 points à prendre, qui marque la fin de ce col de première catégorie. Mais comme je l'ai dit, ça continue quand même un petit peu de grimper derrière. On va voir si Rooyenstad et Peypen Renderick vont encore s'affronter. A priori, je ne vois pas comment Rooyenstad pourrait empêcher Renderick de prendre les 10 points si Renderick en a vraiment envie. Pour l'instant, c'est Martin Rooyenstad qui mène le groupe des 7. Ils sont toujours tous ensemble. Ils se retournent Martin Rooyenstad pour voir où est Renderick, qui pour l'instant est en 4e position. On est à quoi, 200 mètres là, du sommet. Allez, Martin Rooyenstad qui mène toujours. Et ça y est, Renderick qui lance. Ouais, Rooyenstad, il essaye même pas. Il n'essaye même pas, Martin Rooyenstad, de suivre le rythme du Hollandais. Peypen Renderick, bien meilleur grimpeur que Rooyenstad. Il s'est envolé, il va aller prendre les 10 points. Mais Rooyenstad, il a la chance, il n'y en a aucun des autres qui va aller lui disputer, on va dire, la 2e place. Mais Renderick, il a immédiatement pris 50-100 mètres d'avance sur les autres là. Ah, c'est vraiment un bon grimpeur sur Renderick. Il y a une belle foule là. Tiens, au sommet, ça y est, Renderick qui passe en tête, qui prend 10 points. Rooyenstad qui passe ensuite avec Mihaljevic et Ingebretsen dans sa roue. Les 3 autres, Suter, Stevenson et Jensen Plowright, ont été légèrement distancés, mais ils vont revenir. On va de nouveau se regrouper à 7, mais encore une fois, ça va continuer de grimper pendant encore 3-4 km. Et le peloton qui s'est dangereusement rapproché. Là, il y a 1 minute d'écart environ.
Les échappés qui travaillent encore bien ensemble, ils ont toujours 1 minute d'avance sur le peloton, où a été repris Kellan O'Brien, qui a fait un mouvement assez étonnant. Allez, les échappés qui arrivent au deuxième sprint intermédiaire, qui cette fois-ci sera sur la ligne d'arrivée, qu'il passe pour la deuxième fois d'ailleurs, après une descente. Ils arrivent directement là sur la ligne d'arrivée, et c'est encore Jensen Plowright qui passe en tête devant Fran Mioliewicz. Ils ne se sont pas non plus forcément livrés. 3 secondes de plus pris pour Jensen Plowright, mais bon, de toute façon, a priori, avec seulement 1 minute d'avance, ils vont être repris par le peloton probablement avant même la dernière ascension de Corkscrew, parce qu'il faut encore 40 km là, avant de revenir à Corkscrew. Et donc ça paraît un long effort pour les hommes de tête. À noter qu'il n'y a pas eu aucun lâcher dans le peloton. Le peloton a monté à un rythme assez peu soutenu finalement. S'il monte de la même manière lors du deuxième passage, c'est le sprint massif, donc il faudra aller beaucoup plus vite lors du prochain passage si on veut espérer se débarrasser des sprinteurs pour les coureurs du classement général et les punchers. On verra ça, on est à 60 km de l'arrivée, donc pour l'instant on a toujours nos 7 hommes en tête, avec 1 minute et 4 secondes exactement d'avance sur le peloton qui là passe à son tour sur la ligne d'arrivée. Bon finalement ils ont repris un petit peu d'avance, les échappés là, 1 minute et 43 secondes, on est à 40 km de l'arrivée. Le peloton qui est toujours mené par un seul homme. Il aura fait toute l'étape devant, à part quelques moments, notamment dans la descente, où d'autres équipes se sont montrées. Mais sinon, Vegard Stake Laengen, le Norvégien, est le seul à poursuivre les 7 hommes de tête et à maintenir désormais cet écart donc autour de 1,40. Les échappés qui travaillent toujours bien ensemble. Plus qu'une vingtaine de kilomètres avant l'ascension de Corkscrew et il est possible que tout explose à ce moment-là, aussi bien parmi les échappés qui, à mon avis, vont au moins être toujours à l'avant quand ils seront au pied de la difficulté, pas sûr qu'ils le soient encore quand ils en seront au sommet, et ça devrait exploser aussi dans le peloton, du moins on l'espère, parce que sinon ça serait un petit peu décevant que cette étape qui était présentée comme peut-être la plus dure de ce Tour de Under se termine au sprint. Et le scénario de tout à l'heure qui se répète avec d'un seul coup le peloton qui change de physionomie maintenant qu'on est dans une phase en descente, avec chaque équipe qui tente de remonter en tête du peloton, de placer leur leader, de le laisser en tête du peloton. Et on voit des trains, le train de la Red Bull Bora Hansgrohe pour Finn Fisher Black, le train de la Jacques Alula pour Ben O'Connor et Luke Plapp, le train de la Lidl Trek probablement pour Badgioli, on a le train de la Visma Lease Bike pour Brennan, le train évidemment de la Team Emirates. On a aussi l'XDX Astana Team qui est aux premières loges, peut-être pour Simone Velasco. Et là ça va vite, Là ça va très 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 vite dans ce peloton, on s'amuse plus du tout. Et l'écart forcément avec les 7 hommes de tête qui font drastiquement, plus que 53 secondes. Pour les 7 hommes de tête, on est encore à 5 km, un peu plus même, du début de l'ascension de Corkscrew. Ça risque d'être très compliqué pour les hommes de tête pour aller chercher les derniers points de la montagne là dans cette dernière ascension. Oh là là, mais le peloton il est limite au sprint là, c'est assez fou. Là c'est Sam Welsford qui est en tête du peloton, qui fait un rythme assez insensé. On a l'impression qu'on est à 500 mètres de la ligne dans un sprint massif, mais pas du tout, on est à 21 km 500 de l'arrivée. On n'est toujours pas dans l'ascension de Corkscrew, il manque encore 3-4 km. Et l'échappée qui a explosé là, Pepin Renderick et Fran Mioliewicz qui ont attaqué. Martin Urianstad qui tente de s'accrocher, mais c'est à l'arrache. Et les autres ont disparu là. Ils sont où? Jensen Plowright, Storm Ingebretsen, Joel Sutter, Lucas Stevenson. Ils ont disparu. Ah bah ils sont repris. Ils sont repris par le peloton. Ah ouais, non, mais là, le peloton est juste derrière. Ils n'y arriveront pas. Ils n'arriveront pas à les échapper à prendre des points, c'est pas possible, ils vont être repris sous peu. Il n'y a plus que 15 secondes d'écart. Non mais c'est incroyable ce que fait le peloton là. Alors là, s'il monte Corkscrew avec la même intensité que tout le monde met là dans cette descente, c'est vraiment impressionnant. C'est une descente avec des virages en plus. Et ça va à fond. Là, c'est sûr que la montée de Corkscrew va se faire à fond et là, ça va exploser de partout. On a vu la NSN aussi, Cycling Team, se mettre à rouler. Est-ce qu'ils croient que Corbin Strong, peut-être, qui est pas un mauvais grimpeur parmi les sprinteurs, peut survivre à cette ascension? Il semblerait, parce qu'on les a aussi vus travailler pour placer ce coureur-là. Allez, c'est parti pour l'ascension. Les échappés ont été repris. Fran Mioliewicz a été le dernier résistant, mais là, c'est terminé. Et de nouveau, on retrouve la Team Emirates qui prend les choses en main. Là, elle s'était fait un petit peu dépasser de nouveau dans la descente. Il y en avait de partout des équipes qui voulaient se placer. Mais là, c'est parti. Avec, il me semble que c'est Ivo Oliveira qui fait le tempo là pour la Team Emirates.
qui sera le premier attaqué, alors que là, on voit Tobias Lund Andresen déjà distancé, le leader du classement général, assez logiquement. Et il n'est pas le seul, hein. Il y a pas mal de coureurs qui se laissent aller désormais. Il va perdre son maillot de leader. C'est normal. Mais est-ce qu'il y a d'autres sprinteurs un peu plus grimpeurs qui tentent de s'accrocher? Il y a encore du monde, bien sûr, pour l'instant, dans ce peloton. Mais il y a Luc Plapp, là, qui est déjà distancé. Luc Plapp, ouais, c'est un petit peu étonnant de le voir déjà distancé, alors qu'il reste encore une cinquantaine de coureurs dans le peloton. Ah oui, mais c'est Adam Yates, là. C'est Adam Yates, désormais, qui est en tête. Et forcément, c'est pas la même chose, là. Il a Jevine directement dans sa roue. C'est Finn Fischer-Black, il me semble, en 3e position. Derrière lui, c'est Jefferson Cepeda pour l'IF. Narvaez en 5e position. Et derrière, ça lâche petit à petit, mais il y a encore 40 coureurs. Mais ouais, Adam Yates, il fait mal à tout le monde. Et il reste encore 1 kilomètre jusqu'au sommet. Il restera plus grand monde. Hein. Il restera plus grand monde dans la roue d'Adam Yates quand il aura fini son travail. Et attention, Finn Fischer-Black, là, qui est en train de lâcher. Et il n'y a plus que Adam Yates et Jevine. Si, il y a qui est là? C'est Filippo Zana, je crois, qui tente de s'accrocher pour la Soudal Quick Step. Et attention, et Jevine qui met son accélération. Jonathan Narvaez qui a un petit peu de temps de retard, mais qui est en train de revenir. Et on va voir le duo. Ah ouais, non mais... ouais. Alors là, si c'est pas être au-dessus du lot, ça, je sais pas ce que c'est. Jevine et Jonathan Narvaez qui sont tous les deux ensemble désormais. Et qui ont lâché tous les autres. Ils ont lâché tous les autres, Jevine et Jonathan Narvaez. Alors, est-ce que l'un travaille pour l'autre ou est-ce qu'ils jouent un petit peu l'un contre l'autre? On ne sait pas trop là. Parce que quand Van il a attaqué, c'était pas du tout pour lancer Narvaez, c'était pour faire une vraie attaque. Narvaez, il était un tout petit peu plus loin. Il s'est fait avoir par Finn Fischer-Black qui a fait la cassure. Il a dû faire un effort pour revenir dans la roue de son coéquipier, mais clairement, Jevine, il n'était pas là pour l'attendre. Il n'y avait que Filippo Zana qui a réussi à suivre l'attaque de Jevine, mais ça n'a pas duré longtemps. Et Narvaez, très fort quand même, hein, parce qu'il était 50 mètres derrière, a réussi à revenir. Et là, ça va être intéressant parce que Jevine, il est mieux classé que Jonathan Narvaez au classement général. Mais Jonathan Narvaez est un meilleur sprinter que Jevine. Alors, est-ce qu'ils vont se décider entre eux? Est-ce que l'équipe, normalement, devrait dire c'est Jevine le mieux classé, donc c'est lui qui a le plus de chances de gagner le classement général. Donc c'est lui qui devrait prendre les bonifs. Est-ce que Narvaez va accepter ça alors que la victoire d'étape lui tend les bras? En tout cas, on voit plus que ces deux coureurs. On ne sait pas où sont les poursuivants, mais ils sont plus du tout à l'image. C'est clair et net, c'est soit Narvaez, soit Jevine qui va remporter cette étape, même s'il reste encore 13 km. Il faudrait qu'il y ait une sérieuse organisation derrière pour revenir sur ces deux-là. On annonce un premier écart qui est de 15 secondes entre Vine et Narvaez et leur premier poursuivant. Et on a le nom des premiers poursuivants et ce n'est pas forcément les noms attendus. Il n'y a pas de Finn Fischer-Black, il n'y a pas de Buitrago, de Nicolas Prodhomme, de Jack Haig ou Ben O'Connor, il n'est pas du tout là. On retrouve dans le groupe de poursuivants 6 coureurs avec Adam Yates évidemment qui est là et qui suit toutes les attaques de ces coureurs pour déranger la poursuite. On a Harry Sweeney pour l'IF, Nathanael Tefstation pour la Movistar mais pas Javier Romo. On a Filippo Zana pour la Soudal, Maro Schmitz est là pour la Jayco Lula mais donc ni O'Connor ni Plapp. On a aussi Marco Brenner pour la Tudor. Ces 6 coureurs sont déjà pointés à 30 secondes du duo de tête Narvaez-Vine. On est à 9 km de l'arrivée. Ça va être très compliqué parce que à chaque centaine de mètres qui passent, ils perdent une seconde. Puis on a un groupe un peu plus imposant d'une quinzaine de coureurs où on doit retrouver tous les perdants là, qui eux sont pointés à 45 secondes de Vine et de Narvaez. L'écart qui continue de grandir, ils ont même le temps de discuter là. Jonathan Narvaez et Jevine, on est à 3 km de l'arrivée désormais. Et l'écart est désormais de 50 secondes, c'est-à-dire que même le classement général, là, il est en train de se jouer. Hein. Le vainqueur final sera un de ces deux-là, c'est déjà quasiment sûr. Ils assomment complètement le Tour Down Under dès cette deuxième étape, même si c'est quasiment que Jevine qui roule. Jonathan Narvaez, il semble s'accrocher dans la roue de l'Australien. On va voir s'ils se sont mis d'accord, ils vont se disputer quand même la victoire d'étape. Au classement général, il n'y a que 2 secondes d'écart entre Vine et Narvaez. Donc même si Narvaez remporte l'étape, il prend 10 secondes de bonif. Vine n'en prend que 6. Et du coup, il prendrait le maillot de leader. Donc là, c'est vraiment... en gros, celui qui gagne l'étape devient le leader et probablement devient le futur vainqueur. On va voir comment ils vont régler ça. On passe la flamme rouge. Toujours une cinquantaine d'avance sur le groupe de 6 coureurs qui les poursuit et qui vont se battre pour la 3e place. Mais loin, très très loin du duo de la Team Emirates. Et attention, il y a Adam Yates qui est là, qui pourrait peut-être aller en plus, vu qu'il
Lui, il travaille pas avec les autres. Il pourrait aller chercher la 3e place. Donc là, ça serait l'humiliation totale pour tout le reste du peloton. Allez, Narvaez qui mène pour l'instant devant Jevine à 300 mètres de l'arrivée. Est-ce qu'ils vont se livrer? Pour l'instant, c'est toujours Narvaez qui mène. Vine dans sa roue. Et Jevine qui est en train de passer Jonathan Narvaez. Et a priori, la victoire va être pour Jevine. Oui, Narvaez qui la laisse à Jevine. Jevine qui prend l'étape et la tête du classement général. Et a priori, ils se sont mis d'accord. Narvaez a dit c'est moi qui ai remporté le Tour Down Under l'an passé. Et cette année, je te le laisse, même s'il reste encore l'étape de Vilunga-Hill où il pourrait y avoir des écarts entre ces deux coureurs. Et c'est mérité pour Jevine parce que Narvaez, il n'a pas pu faire grand-chose. Il l'a suivi, il a passé très peu de relais. Jevine était vraiment très très fort. La victoire d'étape pour l'Australien Jevine qui écrase ce Tour Down Under. Il a un seul adversaire qui pourra lui priver de la victoire finale. C'est son équipier, Jonathan Narvaez. Allez, la lutte pour la 3e place. Pour l'honneur, c'est pour l'instant Marco Brenner de la Tudor qui mène. Allez, c'est en descente, donc ça va très vite. Il a Harry Sweeney dans sa roue. Qui est-ce qui va aller prendre cette 3e place? On a le coureur de l'Uno X aussi qui est revenu d'où ce coureur de l'Uno X? Mais c'est Maro Schmidt. C'est Maro Schmidt qui prend la 3e place. Il y a quelques coureurs là, qui sont revenus dans la toute fin sur ce groupe de 6 parce qu'ils sont une dizaine là, dans ce groupe. Mais c'est bien Maro Schmidt qui prend la 3e place. Mais loin, très très loin du vainqueur, Jevine. La Team Emirates qui annonce la couleur dans ces courses par étapes. Ils ont quasiment tout remporté déjà l'an passé. Et ils ont l'intention de refaire pareil cette année. Et c'est bien parti sur ce Tour Down Under pour Jevine, leader devant désormais Jonathan Narvaez. Largement, ils auront 1 minute d'avance, je pense, sur le 3e. Ils seront irrattrapables, c'est quasi certain. Jevine, il a déjà remporté le classement général du Tour Down Under. C'était en 2023, mais il n'avait à l'époque pas remporté la moindre étape. C'est chose faite aujourd'hui. C'est la première fois qu'il remporte une étape sur son tour national, bien sûr, puisqu'il est australien, Jevine. Et c'est déjà sa 2e victoire de la saison, puisqu'il a aussi remporté le contre-la-montre des championnats d'Australie. C'est la 13e victoire de sa carrière, lui qui compte notamment 4 victoires d'étape sur la Vuelta. Jevine donc en pleine forme pour ce début de saison, et aujourd'hui, c'était lui le plus fort, même si Narvaez s'est accroché. On sentait bien que c'était lui qui était au-dessus, et c'est pour ça que Narvaez lui a laissé la victoire. Il prend la 2e place, l'Équatorien. Derrière le groupe, réglé donc par Maro Schmidt de la team Jayco Alula, termine à 58 secondes. Dans ce groupe, on retrouve 8 coureurs, mais aucun des potentiels outsiders que l'on pensait. Il y a Andreas Kron pour l'Uno X qui est revenu sur la toute fin. On a Filippo Zana, Nathanael Tefstation, Adam Yates, l'équipier de Vine et Narvaez, Matteo Sobrero pour la Lidl Trek, Harry Sweeney pour l'IF et Marco Brenner pour la Tudor. Ensuite, dans un groupe à 1,08, 10 secondes plus loin, on retrouve des coureurs comme Nicolas Prodhomme, comme Ben O'Connor ou comme Javier Romo. Encore plus loin, à 1,43, on a Santiago Buitrago et Andrea Baggioli ou Luc Plapp. Et puis il y a des coureurs qui ont complètement explosé. Finn Fischer-Black, 3e l'an passé, termine aujourd'hui à 2 minutes 17. Tout comme Guillaume Martin. C'était bien la peine d'aller récupérer 6 secondes hier pour en perdre 2,17 aujourd'hui. Lennart Van Etvelt, c'est toujours pas ça, il termine à 2,21 comme Jack Egg. Et puis j'avais peut-être un petit peu trop foi là en Mathieu Brennan, parce qu'il a complètement explosé. Il termine à 11 minutes 26, bien incapable de suivre le rythme des meilleurs dans cette ascension. Il semblerait que Mathieu Brennan soit au final un pur sprinter et pas tant un sprinter, un puncher capable de passer les bosses. En tout cas, c'était pas du tout le cas aujourd'hui. Pas d'abandon aujourd'hui, car il n'y a pas eu de chute, ça c'est la bonne nouvelle. Le dernier du jour, Jonas Ruch, coureur de la Lotto Intermarché, termine tout seul à 19 minutes et 37 secondes du vainqueur du jour, soit tout juste 2 minutes avant la fin des délais, mais c'est bon, ça passe. Classement général, voilà, Jevine, nouveau leader, 6 secondes d'avance sur Jonathan Narvaez et 1 minute et 5 secondes d'avance sur le 3e, qui est le Suisse Maro Schmidt. Et en gros, ce sont les 10 premiers de cette étape qui sont aujourd'hui les 10 premiers du classement général. Classement par points, Tobias Lund Andresen reste le leader devant Mathieu Brennan et Sam Welsford. Au classement de la montagne, Martin Urienstad, là aussi reste leader. Il devance Pepin Renderik qui lui a rendu la vie dure aujourd'hui. Et Jevine qui fait là aussi son apparition dans ce classement. Et puis au classement du meilleur jeune, c'est Michael Lennard qui est le leader, mais il est dans le même temps que l'Italien Andrea Raccani. Antoine Laute, 3e de ce classement, est à 1 minute 10. Demain, une nouvelle étape qui devrait sourire plutôt aux sprinteurs, parce que même s'il y a des ascensions
assez difficiles. Elles sont en début d'étape avec notamment la Wickham Hill, 3 km à 7%. Mais ensuite, il y aura largement le temps si on a été distancé. Et d'ailleurs, je ne pense pas qu'on sera distancé, parce qu'on devrait monter beaucoup plus tranquillement qu'aujourd'hui dans le final. Quelques ascensions encore sur la fin, mais rien d'insurmontable. Et ça devrait donc se terminer au sprint. Mathieu Brennan, Sam Welsford, Loen Andresen, Corbin Strong et compagnie devraient donc s'affronter de nouveau. Et surtout pour Jevan, il n'y aura aucun risque de perdre son maillot de leader demain. Salut à tous, salut à toutes.